Non, non, mais. Je voulais absolument pas vous couper, pardon. Je suis désolé, je dois filer. Ah, moi, je suis François Deveau de La Parole Libérée. Et je devais intervenir sur la partie d'après. Et mais merci. Mais je suis désolé, j'ai un train à prendre et il n'y a plus de train après. Voilà, mais du coup, je sais pas bien ce que on devait vous parler de la libération de la parole, je crois. Libération de la parole et puis aussi de ce qu'on peut en faire de cette libération de la parole. Parce que justement, qu'est-ce que. Réfléchir à. Alors, ouais, moi je peux vous parler de ce que je connais, de notre mouvement de libération de la parole. Donc, je sais pas si tout le monde est au courant, mais nous c'est l'association qui est relative à la condamnation de Barbarin notamment et de l'affaire Prénat. Donc, on est dans le cadre ecclésial. Et donc, si vous voulez, dans notre stratégie, il y a un premier agent de confiance dans notre pays qui est la justice, qui est censé être l'agent de confiance numéro un, celui vers lequel on se tourne quand on a un désaccord. Et puis, ben voilà, on a parlé de prescription, et quand la prescription est acquise, il faut trouver d'autres solutions. Et donc, tout de suite, on a eu cette idée de médiatiser et de dénoncer un problème sociétal, et que s'il n'y avait pas condamnation sur un angle judiciaire, quid d'une condamnation morale d'une opinion publique. Et c'est comme ça qu'on est parti dans ce principe de médiatiser à outrance autant qu'on pouvait pour contraindre un débat. Et d'ailleurs, les médias ont joué le jeu, n'est-ce pas, Millet? Et donc, dans ce principe-là, en fait, on s'est rendu compte, et comme Muriel l'a exprimé, c'est que si on donne la parole aux victimes, en fait, elles la prennent la parole. Et c'est ce que dit la commission aussi de Jean-Marc Sauvé, la commission CIASE, la SIAZ, qui a recensé, je crois qu'ils sont quasiment à 2005 témoignages en l'espace de 4 mois. C'est-à-dire que quand on donne la parole aux gens, en fait, ils parlent, et que s'ils ne parlent pas, c'est que soit on les écoute pas, soit on leur donne pas la parole. Comme un enfant, en fait. Pourquoi un enfant ne parle pas à ses parents? C'est simplement parce qu'on lui a pas donné un espace pour qu'il libère sa parole. Donc voilà, il y a effectivement une conscientisation, je crois, qui est à faire, et si elle se fait pas au travers de condamnation, elle se fait potentiellement au travers de médiatisation. Et peut-être que effectivement, il y a une grande mouvance, je pense, dans les dernières années, là, avec Balance ton port, MeToo, ces lois qui ont soudainement changé, un peu sous la contrainte de l'opinion publique, où on a une loi Chiappa qui arrive. Alors on allonge de 10 ans la prescription, c'est bien, on voulait plus en soi, mais 10 ans sur la base de quoi? En fait, les gars qui ont voté ça, ils ont voté sur la base de quel élément, de quel élément statistique, scientifique ils ont pour dire ah bah ouais, c'est 10 ans de plus qu'il faut. C'est-à-dire que cette prescription est rallongée régulièrement depuis des décennies, et on ne sait pas pourquoi. En fait, c'est voté au doigt mouillé parce qu'il y a des associations qui Sont un peu obligés de lâcher quelque voilà. chose. Et c'est comme la nomination d'Adrien Taquet qui arrivait un peu comme Un fer de lance. un cheveu sur la soupe, voilà. Donc voilà, c'est toujours cette idée que cette élite-là et ces institutions-là ne sont là que pour répondre à une nécessité de la nation et des citoyens, et c'est le principe même de la souveraineté, et de la démocratie. Donc voilà, la médiatisation et la libération de la parole, c'est aussi contraindre ces institutions-là et ces élites à être à la hauteur des nécessités de notre pays, je crois. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je suis désolé, je dois filer comme un voleur, mais merci beaucoup Muriel. Et puis je crois qu'il y avait Lies qui Yes, est. et puis Marie, et j'ai oublié. Bon.
Voilà, merci. À très vite. Au revoir. Merci, Voilà, au revoir. merci. Au revoir. Merci. Yes. Vous venez? Ah non, je ne me fais pas commencer. D'accord. Qui veut commencer? Marie? Marie, peut-être, parce que Mie a déjà parlé. Tu parles du coup de la deuxième dénonciation. Alors, rebonjour. Donc, je vais me présenter un petit peu quand même. Donc, je m'appelle Marie Rabatel. Je suis présidente de l'association francophone de femmes autistes, voilà, où on sensibilise les pouvoirs publics de la problématique des femmes et de l'autisme. Et quand on parle des femmes, forcément, on parle des enfants. Et donc, nous, on fait partie des populations vulnérables. Et donc, dit vulnérable, dit violence. Et dans l'autisme, donc je ne sais pas si vous connaissez bien, mais je ne suis pas là pour vous parler de l'autisme, vous expliquer l'autisme, mais juste je peux préciser qu'en fait dans cette communauté de l'autisme, il y a un gros déni où on ne veut pas entendre parler des violences que peuvent subir les personnes autistes. Pourquoi ? Alors je vais aller un peu loin, mais pourquoi ? Parce qu'il y a quand même un lobbying de médico-social et qui fait que tous les parents qui dénoncent les violences que subissent leurs enfants, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles, on va les mettre en fait en position d'otage où ces parents-là n'auront pas d'autre choix que de laisser leurs enfants, sinon on va leur retirer les enfants s'ils ont le malheur de récupérer leurs enfants à domicile. Alors personne n'en parle forcément puisque c'est une omerta et un tabou et tout ce que vous voulez, mais moi je suis là pour en parler. Voilà, parce que le problème de ces enfants, c'est que la majeure partie qui sont en institution n'ont pas accès à l'oralité, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas. Donc c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à exprimer verbalement ce qu'ils vivent, notamment quand ils vivent des violences. Et voilà, vous connaissez tous le mécanisme des conséquences psychotraumatiques. Et sur une personne autiste, ces mécanismes en fait sont multipliés par 100 ou 1000, je ne sais pas. Enfin, je ne suis pas dans vos têtes, moi je suis dans la mienne. Mais je vais vous donner un petit exemple, c'est qu'une victime, voilà, elle va focaliser sur des détails. Parce que est-ce qu'elle va pas retrouver l'agresseur, enfin des choses comme ça. Mais en fait, une personne autiste, déjà, elle fonctionne en détail. Et le fait de fonctionner en détail fait que quand on est victime de violence ou victime de traumatisme, voilà, ces détails-là, en fait, ils prennent encore d'autres importances, qui peut aussi amener à des erreurs de diagnostic des personnes qui sont autistes. Et du coup, toutes les conséquences liées au trauma vont être mises sur le dos du handicap. Et du coup, ces enfants ou ces adultes ne seront jamais soignés pour leur traumatisme. Mais en fait, on va les bourrer de médicaments. Et en fait, on va les abrutir et leur faire perdre de l'autonomie au lieu d'aller du bon côté et d'essayer de gagner un maximum d'autonomie en fonction de son développement cognitif, quoi. Et donc, notre association avec le docteur David Gourion, voilà, qui fait partie du comité scientifique de la Fondation Pierre Denecker et Recherche, ainsi que du congrès de l'encéphale, où il a réalisé une étude qui est en attente d'inscription dans les textes scientifiques, mais qui a été rédigée comme telle, où il y a 88% des femmes autistes qui ont été victimes de violences sexuelles, dont 47% avant l'âge de 14 ans. Et il y a 51 femmes qui ont dit qu'elles avaient eu une pénétration sous contrainte. Et en fait, il n'y en a que 39%
qui se disent victimes de viol. Il faut savoir que, notamment chez les personnes en situation de handicap, il y a quand même cette notion de déni qui est fréquente. Pourquoi ? Parce que quand on est en situation de handicap, on est déjà dans une position de dépendance par rapport à quelque chose, sinon on ne serait pas handicapé. Et du coup, des fois, on a envie un peu de changer le cours de l'histoire et de dire « mais oui, mais vous voyez, moi, je suis en fauteuil roulant, il me porte toute la journée, je peux bien écarter les jambes un petit peu, même si je ne veux pas, quoi. » Et il y a des femmes qui se font violées parce que en fait, elles n'ont pas d'autre choix que de rester. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail de la MDPH et de la H, tout ça, mais voilà. Ça fait partie des propositions à faire. Oui. Alors, voilà. Je vais en parler 2 mots. Alors. Je suis désolée. Hein. Je ne parle pas beaucoup, mais quand j'ai le micro, je parle tout le temps. Après. En fait, comment est calculée l'allocation adulte handicapé? Donc, il faut savoir qu'une personne en situation de handicap, soit elle est en capacité de travailler, ça c'est super, mais malheureusement, toutes les personnes en situation de handicap ne sont pas en capacité de travailler, pas en capacité mentale, hein, mais par rapport soit à leur maladie ou à leur handicap. Et d'ailleurs, on parle toujours des personnes en situation de handicap, mais il faut quand même savoir que la majeure partie des femmes qui ont été victimes de viol se retrouvent à un moment dans cette case de la MDPH, jusqu'à ce qu'en fait, elles arrivent à vivre avec leur traumatisme. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec cette MDPH? Donc, la MDPH octroie en fait l'allocation adulte handicapé. L'allocation adulte handicapé, elle est calculée en fonction du revenu du foyer. C'est-à-dire que quand vous êtes en situation de handicap, que vous touchez la hache, que vous avez droit à la hache, mais que vous êtes marié et que votre mari touche plus de 2 200 € par mois, c'est-à-dire que vous vous retrouvez sans ressources. Donc, la personne en situation de handicap va se retrouver enfermée dans un huis clos, sans ressources, et dans une position de dépendance économique très forte, qui finalement est mise à cause de la manière dont est calculée la MDPH, finalement à cause du gouvernement actuel, en espérant que les choses vont changer. Et une personne qui est en situation de handicap a aussi le droit à une PCH. La PCH, c'est une PCH aide humaine. Et la PCH aide humaine, elle est calculée en fonction des critères de la MDPH, qui peut vous octroyer 1, 2, 3 ou 4 heures par jour. Et cette PCH, il y a 3 solutions pour pouvoir toucher quelqu'un qui puisse vous aider. Il y a soit un aidant familial, c'est-à-dire que l'aidant familial, il est rémunéré à 3,70 € de l'heure, sans justificatif comme quoi il a aidé la personne. Sinon, il y a l'aidant salarié qui coûte à la MDPH 10 € et pas 3,70 €. Et puis, il y a le prestataire de service. Ça, c'est même pas la personne en situation de handicap qui s'en occupe, c'est directement en lien avec la MDPH, sauf que des fois, vous n'avez pas trop le choix du moment où la personne va venir vous aider. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que comme la PCH aide humaine, pour pouvoir payer 10 € une personne, il faut déjà avoir des ressources, mais comme la personne en situation de handicap, elle n'a pas de ressources, c'est-à-dire qu'elle se retrouve à être obligée de prendre les 3,70 € qui ne seront pas versés à la personne en situation de handicap, mais à son mari, qui d'ailleurs va mettre le mari encore en position de supériorité et qui pourra se dire « Non mais attends, pour 3,70 €, il ne faut pas trop m'en demander quand même ». Et du coup, on renferme encore plus le huis clos. Et moi, je fais partie du groupe du Grenelle sur le handicap. Et c'est vrai que c'est une grosse problématique, donc tout le monde en a bien conscience, hein, de se retrouver en fait dans cette position de huis clos, favorisée par ce mode de calcul de PCH, parce que on vous demande d'avancer l'argent et en plus de fournir des preuves comme quoi on vous a aidé. Enfin, c'est un truc sans fin. En fait, moi j'ai le droit à la PCH aide humaine. Ça fait 1 an et demi que je ne peux employer personne, quoi. Voilà, donc en fait, c'est comme si on me donnait rien du tout, quoi. Voilà. Moi, je vais arrêter de parler, hein.
Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Lies, j'ai 25 ans, je suis un ancien enfant placé. J'ai été placé pendant 18 ans dans le département des Yvelines et je suis membre du Conseil national de la protection de l'enfance, qui est une instance rattachée au service du Premier ministre et qui a comme objectif de conseiller le gouvernement sur une politique publique en matière de protection de l'enfance. Voilà. Donc 18 ans de placement. 18 ans de placement, c'est autant d'années où j'ai été susceptible d'être victime de violences. Et d'ailleurs, je les ai vécues. Je les ai vécues très tôt, à la naissance, parce que j'ai été dans une première famille d'accueil qui m'a énormément aimé et qui, en déménageant dans le sud de la France, n'a malheureusement pas eu le droit de maintenir cet accompagnement avec elle, chez elle, dans le sud. Donc une première séparation et puis ensuite une série de familles d'accueil avant d'atterrir dans des foyers où j'y ai vécu l'horreur et où j'y ai vu aussi l'horreur. Et donc ça laisse évidemment des traces une fois adulte, mais moi ça m'a surtout donné l'envie de me battre. De me battre parce que assez tardivement finalement, vers 17 ans, non 16 ans plutôt, donc pas si tardivement que ça, mais vers 16 ans, je me suis beaucoup questionné sur la place des enfants placés dans notre société et j'ai essayé de trouver des témoignages sur internet de personnes qui avaient potentiellement eu le même vécu que moi et j'avais été très surpris de voir que le peu de témoignages que je trouvais étaient des témoignages très anciens qui dataient de la pré-Seconde Guerre mondiale, donc de l'assistance publique, et je n'avais pas lu de témoignages de personnes qui étaient passées par là où je suis passé en 2000, 2010, etc. Et donc ça m'a très très énervé. Et ça m'a mis en colère parce que pendant longtemps j'ai banalisé les violences que j'avais subies avant de comprendre que ce que j'avais vécu n'était pas normal et je savais pour l'avoir vu que d'autres l'avaient vécu aussi et donc j'avais été très en colère qu'on ne parlait pas de nous et qu'on n'avait pas finalement une trace aujourd'hui laissée dans l'histoire et ça m'a beaucoup peiné, donc j'en ai fait un livre en 2014 qui s'appelle Dans l'enfer des foyers et qui du coup a essayé, en tout cas c'était l'objectif, de poser une première pierre pour parler de la question des violences en institution. Le sujet il est vaste, donc je pourrais évidemment pas tout aborder aujourd'hui, mais pour moi la violence en institution, et ça sera l'objet de mon intervention, c'est toute action qui donne prééminence aux intérêts des institutions sur les intérêts des enfants. Et on verra que finalement, dans la vie d'un enfant placé, ça touche à énormément de champs. Et donc, la question des violences en institution est relativement assez omniprésente, qu'on soit en famille d'accueil, qu'on soit en foyer, qu'on soit en pouponnière d'ailleurs, ou qu'on soit presque majeur dans des services de suite. La question des violences en institution, en protection de l'enfance, elle avait été posée déjà avec Saint Vincent de Paul, qui pour la première fois expliquait à quel point il avait été choqué de voir que les dispositifs de protection de l'enfance à son époque, qui existaient quasiment pas, mais qui existaient néanmoins un petit peu pour les orphelins, ne faisaient pas leur preuve, puisqu'il dénonçait les conditions de recueil des orphelins et des enfants abandonnés, qui entraînaient à l'époque déjà une mortalité de plus de 90%. Et en France, il aura fallu, au XXIe siècle, attendre un arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 1998 pour considérer que tous les traitements dégradants imposés à des êtres humains n'avaient rien d'éducatif. Parce que jusqu'à présent, les juridictions qui avaient été saisies avaient considéré que, par exemple, la privation de repas, l'enfermement dans un placard, les douches froides, l'obligation de ramassage des excréments, etc., donc tout ce que j'ai pu voir en foyer, était justifié dans la gestion de crise en réponse au comportement des enfants et des adultes aussi handicapés. Parce que la question s'était posée pour les adultes handicapés. Et donc le bouquin est sorti en 2014 et j'avais été extrêmement surpris parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait eu, à ce qui s'est passé par la suite, c'est-à-dire énormément de témoignages reçus d'enfants et d'adultes qui ont été victimes, et ce sur toute tranche d'âge, des enfants qui étaient soit encore mineurs, des adultes qui avaient à peu près mon âge, ou des adultes qui avaient déjà un certain âge, et notamment des personnes de 60 ans, 70 ans, qui avaient connu des dispositifs différents des miens, même si dans le système de protection de l'enfance, on peut dire qu'il y a des points de similarité. Et donc ça m'avait frappé. Et de là, j'ai commencé un petit peu à me questionner sur cette ampleur
Et donc, vous avez dû les voir, ces reportages à la télévision. J'ai commencé à travailler un petit peu avec des boîtes de prod pour essayer de faire des films, des documentaires sur la vie des enfants placés. Et je me suis servi de ces témoignages-là pour mettre de la visibilité. Parce que finalement, l'enjeu essentiel aujourd'hui pour les enfants placés, dont on ne parle jamais, enfin en tout cas un peu plus en ce moment, mais avant dont on ne parlait jamais, c'est la question de la visibilité. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous protège, cette visibilité-là. C'est ce qui nous protège parce que ce qui nous a tués petit à petit au long des années, c'est l'indifférence des pouvoirs publics, mais aussi de la société civile. Les enfants placés, on pouvait en faire ce qu'on voulait, ce qu'on en voulait, parce que personne ne s'y intéressait. Et donc cette visibilité-là nous protège, et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Et donc un reportage amenait des témoignages, évidemment, donc une libération de la parole assez massive. En 2014... En octobre 2014, il y a eu un reportage diffusé sur France 5 dans Le Monde en face. Et suite à ce reportage, en l'espace de 3 mois, j'ai dû recevoir, parce que j'avais fait une boîte mail spéciale, à peu près 2500 témoignages. Ce qui est énorme dans un laps de temps aussi court. Et donc ces témoignages ont permis aussi d'entretenir un petit rapport de force avec le gouvernement précédent, puisque Laurence Rossignol venait d'arriver au gouvernement, Bertinotti était parti, et Laurence avait dans ses prérogatives la vieillesse, la famille, et il y a eu un autre sujet, mais j'ai oublié lequel, et je ne veux pas dire de bêtises, mais elle n'avait pas l'enfance dans son portefeuille, elle avait la famille. Et donc, quand elle a vu l'écho qu'avait pu produire le reportage et les témoignages qu'on avait reçus, elle s'est un peu questionnée là-dessus et a décidé de lancer une concertation nationale en 2014 qui a duré jusqu'en 2015, fin 2015. Et donc, elle a reçu pour la première fois, c'était le 3 novembre 2014, une soixantaine d'anciens enfants placés au ministère qui ont participé à une journée où ils ont tous pu prendre la parole pour témoigner. Et donc, cela a entraîné une vraie prise de conscience sur les violences qu'ils pouvaient subir et qu'elles pouvaient subir. Et ça a enclenché la loi, les travaux préparatoires après de la loi du 14 mars 2016 sur la protection de l'enfance, qui a réformé un peu ce système. Et les témoignages qu'on a entendus lors de cette journée étaient tous assez dingues en fait, parce que évidemment énormément de violences sexuelles dans les établissements entre mineurs. Et les stats que tu as... D'ailleurs, je te remercie pour les statistiques, j'en profite parce que vraiment on galère sur le terrain et tout le monde ici le sait pour avoir des chiffres, pour avoir des études approfondies sur la protection de l'enfance, ce qui nous permet d'ailleurs de faire par la suite des propositions d'amélioration des politiques publiques. Et c'est vrai que ton association a quand même depuis plusieurs années maintenant cette habitude de fournir des stats qui nous sont très utiles. Moi, je regrette juste que l'Observatoire national de la protection de l'enfance, qui a quand même été créé pour ça et dont c'est le taf, ne le fasse pas. Donc ça pose quand même quelques questions. Et voilà, c'était ma petite parenthèse. Et donc beaucoup de violences dans les institutions, beaucoup de violences sexuelles entre mineurs. De là, évidemment, s'est posé la question de la prise en charge des enfants agresseurs et des enfants victimes. Et donc on s'est rendu compte que, vous connaissez aussi l'état de la pédopsychiatrie qui est ravagé. Donc on laisse pendant des années des enfants victimes de violences sexuelles avec des enfants agresseurs, ce qui a été mon cas. Moi, j'ai été violée à l'âge de 11 ans par un jeune de mon foyer qui en avait presque 18. Enfin, il avait 17 ans. Et c'était quotidien parce que je vivais avec lui et j'ai dû attendre sa majorité pour qu'il parte. Voilà. J'ai dû attendre sa majorité pour qu'il parte du foyer parce qu'il n'était plus du coup dans le dispositif de protection de l'enfance. Et un bon nombre d'enfants aujourd'hui vivent cette situation-là. Et donc, c'est une situation qui est extrêmement préoccupante parce que les pouvoirs publics actuellement, et Agnès Buzyn notamment, n'ont pas encore, j'ai l'impression, pris la mesure et l'ampleur du problème et n'ont pas encore décrété que de la thune allait être mise sur la table pour la pédopsychiatrie. Alors que du coup, on laisse encore aujourd'hui des enfants des enfants victimes de violences, qu'on les laisse en présence de leur agresseur et on les laisse aussi du coup être violés quotidiennement ou régulièrement parce qu'on n'a aucune solution alternative à leur proposer.
Des violences aussi en famille d'accueil, parce que c'est un sujet, les familles d'accueil, qui est assez intéressant, qui est assez brûlant. Faut savoir qu'en France, on a 340 000 mesures de protection de l'enfance, et sur ces 340 000 mesures de protection de l'enfance, la moitié sont placées dans des familles d'accueil ou dans des foyers. Donc tous les enfants ne sont pas placés dans des institutions ou dans les dispositifs de protection de l'enfance, mais malgré tout, une bonne partie le sont. Et beaucoup le sont aussi en famille d'accueil. Et donc, pareil, les témoignages qui avaient été apportés, et qui le sont d'ailleurs toujours régulièrement, font état de faits extrêmement préoccupants dans des familles d'accueil, donc de l'exploitation par du travail, parfois, souvent même. Il y a des fermes dans le Calvados, par exemple, qui continuent d'accueillir des enfants placés qui ne sont pas scolarisés, qui sont en état de déscolarisation, et qui les font travailler quotidiennement dans les fermes. On a des familles d'accueil qui ont même parfois été condamnées par la justice pour des violences, mais qui ont conservé leur agrément et qui continuent d'accueillir des enfants et qui reproduisent ces mêmes violences-là. La Corse, par exemple, la Corse, publiquement, dans un reportage télévision. Comment ? La Corse, Schiappa, on s'en fout parce que c'est pas son sujet, la protection de l'enfance. C'est Adrien Taquet. Et ça me tient à cœur de le dire parce que déjà, je fais pas confiance à Schiappa après le scandale de l'article 2 sur la loi contre les violences sexistes et sexuelles. Ça veut pas dire que je fais plus confiance à Adrien Taquet, mais en tout cas, elle a pas fait ses preuves sur ce sujet-là, et au contraire, elle a même fait preuve de beaucoup d'incompétence. Donc, voilà. Et donc, je sais plus où j'en étais, mais la Corse, voilà. Donc, dans un reportage télé, la Corse, par exemple, avait affirmé, parce qu'un journaliste avait questionné l'ancien président du département de la Corse sur des faits de violence qui avaient eu lieu dans une famille d'accueil et pour laquelle la famille d'accueil a été condamnée, mais n'a pas fait appel, a été condamnée, pourquoi elle avait conservé cet agrément. Et le président du département a répondu face caméra, enfin non pas face caméra, c'était par téléphone d'ailleurs. Il avait répondu, écoutez, moi si je commence à retirer les agréments de tout le monde, j'aurai plus de famille d'accueil, donc les enfants, il y aura plus de place. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a justifié le non-retrait des agréments. Je ne vais pas rentrer dans des détails techniques sur la question des agréments parce qu'il y a des solutions, mais je ferai un petit point là-dessus sur les solutions. Mais en gros, voilà, les stratégies de libération de la parole, pour nous, elles se sont organisées de cette façon-là. Dans un premier temps, de la médiatisation pour essayer d'avoir un maximum de témoignages. Et puis après, on s'est réunis. On a créé un collectif qui s'appelle Repère 75 et qui est aussi dans le 95 et dans le Val-de-Marne, qui est une association d'anciens de l'ASE. Qui se réunit 2 fois par semaine, donc avec un peu pas des groupes de parole, mais plus des soirées coup de pouce où on s'entraide les uns les autres. Et moi, j'utilise énormément les réseaux sociaux. D'ailleurs, je suis un adepte du name and shame, puisque régulièrement, je reçois des messages d'enfants qui soit sont encore placés, qui commencent à avoir le réflexe soit de me solliciter, soit de solliciter des personnes qui travaillent en protection de l'enfance. Muriel, toi par exemple, on en reçoit parfois les mêmes. Ça nous arrive d'avoir des doublons. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que maintenant, je balance sur les réseaux sociaux, sur Twitter, et j'interpelle directement les présidents de département. Je l'ai fait pour la Seine-Saint-Denis, dans l'affaire du petit Sam, qui avait été victime de violences sexuelles dans un foyer en Seine-Saint-Denis. Et pour lesquels malgré des révélations, donc le gamin en avait parlé à ses éducatrices. Moi, j'avais pas été sollicité par lui, j'avais été sollicité par une voisine, parce qu'il en avait aussi parlé à une voisine qui habitait à côté du foyer. Et donc, il est resté dans cet établissement pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que je sois au courant. Donc, je l'ai mis sur les réseaux sociaux, j'ai interpellé Stéphane Troussel. Donc, c'est sûr que ça lui a un petit peu mis la honte. Et 3 heures après, le gamin était parti. 3 heures après, le gamin était parti. Donc du coup, moi, on me reproche beaucoup ce mode de fonctionnement-là, le name and shame, et on ne peut pas dire que je suis très copain aujourd'hui avec les associations de professionnels, malgré le fait que je sois moi-même éducateur spécialisé aujourd'hui. Et donc là, il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, on m'accusait de pousser les éducateurs au suicide en dénonçant les faits de violence. On disait que je faisais ce métier juste pour me venger, etc. Donc c'est aussi à l'intérieur même de ces dispositifs, de l'exercice de ma profession, des intimidations ou alors énormément de reproches et une marginalisation, une marginalisation qui est assez importante parce que la question des violences est extrêmement taboue dans nos milieux, dans nos secteurs professionnels. Quand on parle des violences en institution, on a des professionnels en face de soi qui constamment se sentent attaqués dans leur identité. Or,
que ce qu'on vise, c'est un système, c'est pas des individus, mais c'est un système qui aujourd'hui dysfonctionne grandement. Et donc voilà, on s'est mobilisé. Nous, quand Laurence est partie du ministère, on n'avait plus de ministère de l'enfance. Donc on a commencé un peu collectivement à gueuler, à demander un secrétariat d'État, un ministère. On ne l'a pas eu, on a attendu 18 mois. On a attendu 18 mois. Il y a eu plusieurs débats à l'Élysée ou au ministère sur la pertinence de créer un tel poste, ce qui est quand même scandaleux parce qu'on n'a pas à débattre de l'importance de ce sujet-là. C'est important et il fallait un secrétariat d'État. Et donc à la base, c'est pour ça que c'est pas arrivé totalement comme un cheveu sur la soupe. Il n'est pas arrivé comme ça, Adrien Taquet, mais je vous rappelle quand même que Emmanuel Macron, le 20 novembre, avait annoncé par communiqué de presse de l'Élysée la nomination d'un haut commissaire chargé de la protection de l'enfance. Donc nous, on était très heureux, on s'est dit enfin, on va avoir quelqu'un de peut-être compétent dans ce gouvernement pour parler de ce sujet. Et donc, ça a mis du temps, puisque le haut-commissaire devait être nommé très peu de temps après cette annonce. Ça n'a pas été le cas, donc on a relancé, et puis finalement le choix avait été fait d'un secrétariat d'État. Et le reportage qui avait été diffusé sur France 3, que peut-être certains d'entre vous ont regardé, ont pu quand même booster un peu les choses et accélérer le processus. Donc ça, on en est satisfait. Après, aujourd'hui, malheureusement, il n'a pas fait ses preuves, parce qu'il y a une violence dont on parle très peu, c'est la sortie du dispositif. Il y a des violences à l'intérieur du dispositif et il y a des violences quand on sort du dispositif. Une personne sans abri sur 4 aujourd'hui a eu un parcours en protection de l'enfance et c'est 40% des jeunes âgés de 18 à 25 ans qui sont sans domicile fixe qui sortent des services de protection de l'enfance. Donc on est en surreprésentation massive chez les personnes qui vivent à la rue. Et j'ai beaucoup de mes copines qui ont été contraintes à la prostitution pour survivre après avoir quitté le foyer. Ça, c'est aussi une réalité. Et donc, nous, on avait demandé depuis plusieurs mois à ce qu'il y ait une loi qui soit votée pour contraindre les départements à proposer une protection après 18 ans et jusqu'à 21 ans. Et donc, la députée de la majorité, Brigitte Bourguignon, qui est aussi la présidente de la Commission des affaires sociales, a déposé cette proposition de loi. Et le gouvernement, le jour de l'examen en séance publique, 2 heures avant, a déposé des amendements sur tous les articles, ce qui a empiré la situation, ce qui a dénaturé le texte, puisque aujourd'hui, pour bénéficier d'une mesure de protection au rabais, il faut pouvoir avoir cumulé 18 mois de placement dans les 24 derniers mois avant la majorité. Donc en gros, il faut avoir été placé avant 16 ans. Et donc ça exclut d'office toutes les gamines victimes de la traite des êtres humains, les jeunes homosexuels qui sont dégagés de chez leurs parents, etc., etc. Donc ça a créé, et les MNA aussi, les mineurs non accompagnés. Donc ça, là, les premiers actes qui ont été posés par ce gouvernement pour la protection de l'enfance ne sont pas du tout satisfaisants. Et donc j'en arrive aux solutions, et je vais terminer là-dessus. Donc je vais vous le faire de façon très synthétique, mais pour nous, ce qui nous semble très important aujourd'hui, c'est de renforcer le rôle de la défenseure des enfants, parce qu'elle a un statut, même s'il a été dilué dans l'institution du défenseur des droits, et donc qu'elle n'a plus un statut à part entière en tant que défenseur des enfants. Il faut justement le renforcer, parce qu'on demande une vraie cellule de contrôle, parce que les établissements aujourd'hui sont très peu contrôlés, voire pas du tout. Les familles d'accueil, si elles perdent un agrément, par exemple à Paris, elles peuvent très bien reprendre un agrément dans les Hauts-de-Seine à côté. Donc voilà, une vraie agence de contrôle, une traçabilité des professionnels et des agréments, parce que c'est primordial pour notre sécurité. La création aussi d'un ordre professionnel, parce qu'on en a marre que les professionnels qui passent à l'acte aujourd'hui puissent recommencer en toute liberté, parce que personne ne va les interdire d'exercer. Les enfants placés ne vont pas au tribunal, ne portent pas plainte. Donc on n'a jamais de décisions de justice qui sont rendues, très peu en tout cas, qui sont rendues dans notre intérêt, c'est-à-dire en interdisant aux personnes d'exercer auprès d'enfants. Très peu de décisions là-dessus. Donc un ordre professionnel qui permettrait de réguler la profession et de dire bah, toi tu as fait de la merde, tu dégages, tu reviens plus, ou alors de délivrer des autorisations de travail aussi, au même titre que pour les médecins, même si on sait que les ordres professionnels ne règlent pas tout, mais au même titre que pour les médecins, que pour les infirmiers, que pour les infirmières, que pour les pharmaciens, les pharmaciennes, etc. Donc le travail social est un des rares métiers aujourd'hui en contact avec les personnes les plus vulnérables de notre société à ne pas avoir d'instance, soit de régulation ou de coercition, donc c'est assez catastrophique. Et ce qu'on demande aussi, c'est que enfin,
on puisse saisir le Comité international des droits de l'enfant, puisque la France a ratifié le 3e protocole en 2016. Donc tous les faits antérieurs à 2016 ne peuvent pas être soumis au Comité international des droits de l'enfant, seuls ceux après 2016. Donc là, on essaye aussi de s'organiser pour faire un recours collectif, une plainte collective auprès du Comité international des droits de l'enfant, pour faire reconnaître la responsabilité de la France dans les violences en institution, comme l'a fait la Suisse d'ailleurs. La Suisse a présenté des excuses officielles aux enfants placés pour des violences dans les institutions. Il y a eu un plan d'indemnisation des victimes à plusieurs millions d'euros. Le Danemark, il n'y a pas plus tard que 3-4 mois à peu près, ont fait exactement la même chose, ont reconnu les violences qui ont été faites à l'encontre des enfants placés et ont présenté des excuses officielles. Et donc on attend ça de la France parce qu'on ne peut plus tolérer que sur des générations entières, des enfants soient sacrifiés de cette façon-là. Je vais juste rebondir en fait sur les violences institutionnelles. Donc tout ce que vous a raconté l'IS sur les enfants placés, il faut savoir que c'est exactement ce qui se passe dans les établissements médico-sociaux qui accueillent des enfants en situation de handicap. C'est exactement la même chose. Et je pense sincèrement qu'en fait, il faut arrêter qu'on milite chacun de son côté, mais c'est vraiment un combat ensemble. Parce que c'est exactement la même chose. C'est toujours, voilà, on ne va pas fermer l'établissement, même si les gamins ils subissent des violences, parce qu'on va en faire quoi des gamins handicapés? Ils vont aller où? Et ben c'est tout le temps la même chose, c'est tout pareil en fait. Et les éducateurs du foyer de l'enfance ou les éducateurs du médico-social, eh ben, ils peuvent maltraiter les enfants, de toute façon, il ne leur arrivera jamais rien, quoi. Voilà. Voilà. Donc solidarité entre les victimes à fond. À fond. C'est exactement dans la même lignée. Moi, j'étais médecin inspecteur de santé publique. Je faisais les visites d'agrément dans les EHPAD pour les personnes âgées. Et c'était pareil quand on en avait un où c'était absolument atroce. Ils étaient dans des conditions inhumaines. On n'aurait même pas mis un chien. Et que je disais, mais attendez, fermez-le parce que c'est inhumain de mettre des personnes âgées dans ces conditions-là. Et on répondait, mais Judith, c'est pas possible parce qu'il va falloir le fermer. Il va falloir tous les transporter ailleurs le temps 6 mois, 9 mois, 1 an de restaurer l'EHPAD. On peut pas, donc on leur conserve l'agrément et puis on fera quelques petites réparations transitoires, quoi. Donc c'est exactement la même chose. Et les personnes âgées aussi, elles sont extrêmement soumises à des violences sexuelles, psychologiques et physiques. C'est la même chose. Oui, c'est des personnes qui ne peuvent pas se défendre du tout elles-mêmes. Qu'est-ce que je fais? Je peux suggérer aussi dans vos recommandations, parce que vous êtes sans doute le premier justement à être convaincu par les bienfaits de la médiatisation. Vous tous d'ailleurs, il y a des combats et ça fait plaisir quand on est journaliste comme moi de voir que ça donne des choses, que ça marche jusqu'à un certain point. Il faut savoir, moi je suis journaliste depuis 25 ans, on ne peut pas rentrer dans les institutions pour les mineurs. Vous dites la société a fermé les yeux, mais la société, elle est aussi le reflet de ce qu'on peut mettre dans les journaux télévisés au jour le jour et dans les reportages, dans les magazines, dans les documentaires. On se heurte en permanence à un refus, pour protéger les mineurs, soi-disant, d'entrer dans toutes ces institutions qui sont gérées par l'aide sociale à l'enfance et par la PJJ. Donc moi, je traite ces sujets depuis 25 ans. Et autant j'ai pu tourner des tribunaux pour mineurs, des brigades de gendarmerie, de police, etc., je n'ai jamais réussi à entrer dans un foyer pour mineurs, alors que c'est des sujets qui me passionne et qui m'intéresse. Donc, est-ce que vous avez fait toute une série de conseils qui me paraissent de très bon sens? Est-ce que vous ne pourriez pas, maintenant que vous êtes proche d'Adrien Taquet, faire entendre qu'il faut que ces institutions ouvrent leurs portes aux journalistes, aux caméras, aux radios, aux télés? C'est vrai que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui pour un journaliste ou pour un député de rentrer dans une prison que de rentrer dans un foyer de l'enfance. C'est une évidence. Il y a une culture du secret
qui ne sert aujourd'hui qu'à protéger les institutions et non pas les enfants. Et donc, d'où cette opacité-là. Les professionnels ne parlent pas aux journalistes, ne parlent pas à la presse. D'ailleurs, ils ne savent pas faire. Quand ils le font mal en plus. Donc, et quand ils le font pas, ils se plaignent en plus qu'on ne montre pas l'autre versant ou la face plus positive. Donc, il y a un vrai problème de communication aujourd'hui en protection de l'enfance. Adrien Taquet, il pourra rien faire parce que en protection de l'enfance aujourd'hui, et c'est un vrai problème structurel, ce n'est pas l'État qui gère. C'est pas une compétence d'État, c'est une compétence départementale. On a 101 départements, ils sont souverains dans leur façon de gérer la protection de l'enfance et donc on a 101 politiques publiques différentes. Il faut renationaliser la protection de l'enfance. Il faut faire de la protection de l'enfance un vrai sujet régalien, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et avec le 3e acte de la décentralisation, on n'en est pas là. Voilà, on n'en est pas là parce que là, le 3e acte de la décentralisation qui va arriver l'année prochaine, l'ADF, donc l'Assemblée des départements de France, ont commencé à dire par exemple, nous on veut garder la protection de l'enfance dans nos compétences, en revanche on vous laisse les mineurs non accompagnés et les enfants placés étrangers. Voilà, donc on n'est pas du tout sur cette logique de renationalisation en ce moment, mais par contre c'est une idée qu'il va falloir porter. Alors l'agenda est peut-être trop juste, mais dans les années à venir, c'est vraiment un sujet que moi j'ai envie de porter, ça. Et après, il faut peut-être lancer par les professionnels lanceurs d'alerte. J'en ai pas parlé, je voulais en parler, mais il y a un statut pour les professionnels et je pense qu'il faut leur répéter sans cesse, ils sont protégés. S'ils dénoncent des violences, ils sont protégés. Et aujourd'hui, ils ont peur parce que certains d'entre eux, certes, se sont fait licencier, mais ils peuvent aller aussi en justice pour faire reconnaître leur statut de lanceur d'alerte et ils le font pas suffisamment. Donc moi, je vais être très rapide sur l'amnésie traumatique parce que j'en ai déjà parlé. Sur la libération de la parole des victimes d'amnésie traumatique, on a fait un très gros travail au moment du projet de loi Schiappa. Donc on a énormément médiatisé cette question d'amnésie traumatique. Voilà, il y a eu tout le travail qu'a fait Flavie Flament. Et donc on peut dire qu'au cours de cette année-là, ça a été quand même très positif pour la libération de cette parole-là, parce que lors des débats à l'Assemblée nationale et au Sénat, Nicole Belloubet, Marlène Schiappa, enfin tous les députés et tous les ministres ont parlé de l'amnésie traumatique comme d'une évidence. Et de même que dans les rapports du Conseil d'État, dans les rapports, il était précisé que l'allongement de la prescription était lié à l'amnésie traumatique. Donc il y a eu un énorme travail et au final, je pense que ça a payé aussi quand vous aviez été interviewé à France Inter. De nombreux auditeurs ont appelé. Donc on peut dire que sur cette question-là, sur la question de la libération de la parole des victimes d'amnésie traumatique, on est bien. Et en plus, c'est une parole qui est extrêmement fragile. C'est pour ça qu'on avait créé cette association, parce que cette mémoire traumatique, la question du dépôt de plainte, la question de la mémoire morcelée, c'est extrêmement fragile. Et c'est d'autant plus important de continuer à en parler, de telle sorte à ce que les victimes ne doutent pas d'elles-mêmes et puissent associer cette espèce de morcellement à des faits qui correspondent à un psychotraumatisme. Donc voilà, donc j'ai rapidement dit qu'on n'avait pas encore la reconnaissance dans la loi, mais ça viendra. Et je reprends un petit peu ma casquette de journaliste, parce qu'on avait un thème qui était les grands mouvements de libération de la parole. Et donc je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez sur cette espèce de dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus au courant des conséquences sur le psychotraumatisme. Et pour autant, en France, on a un discours complètement paradoxal. C'est-à-dire qu'en plein mouvement MeToo, on a eu quand même le discours d'Emmanuel Macron à l'Élysée, qui a fait une minute de silence pour les féminicides et qui, parallèlement, a parlé de délation, qu'il ne fallait pas rentrer dans la délation. Je rappelle que la délation, c'est une dénonciation avec des arrière-pensées hyper négatives. Et que le président de la République dise ça en plein mouvement de libération de la parole, c'était quand même hyper choquant. Et puis on a eu tout le temps un balancier en France. On a eu la fameuse tribune de la liberté d'importuner, le fait qu'on accueillait à bras ouverts Woody Allen, Roman Polanski, qui était complètement excommunié ailleurs. Et on a eu à la fois le bien
le positif et le négatif. On a eu une super victoire de toutes ces femmes qui ont déposé qui ont été accusées de diffamation par Denis Baupin. Ça, c'était magnifique pour la libération de la parole. Et on a eu récemment la condamnation de la créatrice de Balance ton port pour diffamation, alors même que le monsieur avait reconnu ses propos. Donc on a constamment cette espèce de... et vous disiez aussi... il y a aussi quelque chose qui est très prégnant en France, c'est qu'on a du mal à faire tomber les puissants. Et là, on peut rendre hommage à des personnes comme Sand Van Roy, parce que sa première plainte contre Luc Besson pour viol avait été classée sans suite. Elle s'est battue, et pour le coup, énormément sur les réseaux sociaux, et après, les médias traditionnels ont relayé, et elle a obtenu une instruction. Donc ce que vous disiez par rapport à cette espèce de dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on a d'un côté la parole des victimes qui se libèrent, on a de plus en plus de connaissances, et de l'autre, on a eu les coups de fouet pour museler les victimes, c'est qu'il faut constamment revenir, et c'est pour ça que sur cette question d'amnésie traumatique, répéter, revenir, répéter, et faire en sorte que du coup, il y ait un contexte favorable pour que toutes les victimes continuent à parler. Et puis, je voudrais juste faire un petit point aussi, on en a parlé un petit peu, mais que c'est vrai que tous ces mouvements de libération de la parole, MeToo, a eu du mal à toucher la question de la pédocriminalité, la question des personnes les plus vulnérables, et en fait... aussi, par rapport à la question des médias, sur cette question de la pédocriminalité, c'est très difficile parce que c'est des questions qui sont très complexes. Donc on a vu avec la médiatisation de l'affaire de Saint-Malo, dont on reparlera je pense demain, donc cette petite dont le père a été poursuivi pour atteinte sexuelle et non pour agression sexuelle, c'est-à-dire que la contrainte n'a pas été reconnue, eh bien, on a eu un article de Check News de Libération disant que c'était parfait parce que la procureure lui disait mais non, la question du consentement de la petite fille n'a pas été évoquée dans l'audience. Bien sûr, mais comme c'est des questions très complexes, c'est-à-dire que l'atteinte sexuelle supposée que la petite fille ait été consentante, eh bien, personne n'a rien compris. Et du coup, les médias n'ont pas relayé cette affaire, qui est un scandale absolu. Donc la question des médias, la question de la formation des journalistes est aussi super importante. Et je voulais juste faire une petite parenthèse sur le plan international. C'est qu'on a eu quand même... On a eu le mouvement MeToo aux États-Unis qui a donné lieu à un renforcement de législation dans une quinzaine d'États. On a eu des moments hyper forts. Je pense que c'est important aussi de rappeler, et je pense que ça restera dans l'histoire, le mouvement de Why I Didn't Report. Why I Didn't Report, c'était cette psychologue formidable. Il faut se rappeler Christine Blasey-Ford, qui a eu le courage de témoigner devant le Sénat américain, devant des millions d'Américains, sur les agressions sexuelles qu'elle avait subies de la part d'un candidat à la Cour suprême, qui s'est fait backlasher totalement. Elle a dû déménager, elle a eu des menaces de mort, elle est complètement inexistante, mais ce moment-là restera dans l'histoire. Et cette psychologue a parlé de mémoire traumatique et de tout, elle a détaillé devant des millions de personnes dans le monde. Et je pense que même si elle a subi un retour de bâton terrible, je pense que c'est un moment qui restera dans l'histoire. Et une fois que les États-Unis seront débarrassés de ce monsieur, je pense que justement cette parole-là émergera à nouveau. Et je trouve que du coup, ce que vous disiez, c'est-à-dire que par rapport à cette espèce de balancier de dissonance cognitive, il faut constamment revenir à la charge pour que nos voix soient majoritaires. Mais on est toujours obligé de revenir. Voilà. Merci beaucoup à vous trois. Oméra Cellier devait être là, mais malheureusement, elle s'excuse, elle n'a pas pu venir et elle voulait aborder la problématique de la pédopornographie et justement du déni, de l'omerta face à cette réalité atroce et cette façon de, là aussi, toujours l'utilisation des mots, comme il s'agirait de pornographie, ça serait pas forcément si grave, même s'il y a pédo devant, et le fait que là les lois ne sont pas du tout à la hauteur de la gravité des faits, qu'il s'agit de viols d'enfants, de crimes, et que de personnes qui en fait participent à ces crimes en téléchargeant des images, et on voit à quel point là il y a
comment dire, une sorte de déni de la gravité et de la réalité de comment ça fonctionne. Vous avez des mécanismes, juste en quelques secondes. Je veux dire, on ne va pas sur le dark web comme ça, on ne va pas sur des sites pédopornographiques où il y a des viols d'enfants comme ça. Ça se passe pas, on tape quelque chose et on y arrive. Il faut absolument montrer patte blanche, et pour cela, il faut être, en quelque sorte, il faut que tout le monde soit assuré qu'il n'y ait pas de dénonciation et qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui pénètrent dans le réseau. Et du coup, il faut fournir des images. Et les images, elles sont fournies comment ? Faut pas rêver, en violant des enfants, et qui sont des enfants autour de... C'est vraiment typiquement ce qui s'est passé avec le directeur d'école qui avait été condamné pour recel d'images pédopornographiques, mais c'était pas si grave, il a pu continuer à être directeur d'école. Lui, il se fournissait en images directement auprès des petites filles qu'il filmait avec la semaine du goût, etc. Vous savez. Donc là, il y a vraiment aussi une difficulté à voir la gravité des faits, et sur cette dimension d'esclavage sexuel, de trafic des êtres humains à des fins sexuelles, on est encore très loin du compte, et là aussi il faut qu'un mouvement se lève pour porter la défense de tous ces enfants et pour porter le fait qu'il ne s'agit de plus laisser un seul enfant aux prises avec ces systèmes-là. Mais en France, on en est encore dans le système où non, les réseaux, ça n'existe pas. Les réseaux pédocriminels n'existent pas. C'est comme le nuage de Tchernobyl. En France, on est protégé de tout ça. Donc il y a encore beaucoup. Alors on pourrait développer comme ça. C'est vrai que il y a beaucoup de domaines où il faut encore vraiment se battre, mais quand même, je voulais terminer sur une note très positive. Je veux dire, c'est extraordinaire quand même ce qui s'est passé en quelques années, où des domaines qui étaient vraiment, où il y avait une omerta totale, qui étaient entièrement en fait passés sous silence, émergent. Alors, on est comme ça, c'est vraiment à chaque fois des individus, des personnes qui lèvent ça, mais il y a quand même une caisse de résonance, il y a quelque chose qui bouge. Et c'est vrai que moi, je me rappelle les débuts où on luttait contre les violences sexuelles. Je veux dire, mais quand on disait, d'abord, on n'avait que les chiffres pour les adultes sur les viols, vous vous rappelez ? Il n'y avait que les chiffres pour les adultes. Et jamais on évoquait les enfants. Et je veux dire, je me souviens à quel point il fallait tout le temps dire « Oui, mais les enfants. Et les enfants, c'est les principales victimes. » Et je veux dire, mais c'était toujours passé sous silence. Là, ça commence à changer, ça commence à bouger. Les plus vulnérables, on commence à s'en préoccuper. On n'est plus dans une sorte d'indifférence criminelle face à eux. Il y a quelque chose qui est en marche, là, vraiment, qui bouge et qui bouge... Alors, avec des grandes difficultés, des déceptions, des batailles qu'il faut mener continuellement. On peut s'épuiser parce qu'on est tout le temps en train de revenir tout le temps dessus. Mais ça m'a beaucoup touché ce que nous a dit Eva Thomas, qui est présente et qui vraiment témoignera demain. M'a dit, mais je suis un peu tranquille, quoi. La relève, elle est assurée. Ça y est. Elle a été tellement seule à porter la voix des victimes d'inceste. Ça y est, il y a quelque chose qui est là, qui se passe. Ça ne peut pas ne pas continuer. Mais on a besoin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a besoin vraiment de mutualiser toutes nos compétences. Qui sont grandes pour tout le monde, de penser les choses, d'être force de proposition, et de continuer sans relâche à se battre. Et du coup, vous pouvez compter sur nous. En tout cas, nous, on ne va pas réussir à nous faire arrêter ce combat, ça c'est clair, même si pourtant, comme je le disais tout à l'heure, le plus souvent, c'est les personnes qui ont été les plus cassées par ces violences, qui sont celles qui se battent le plus pour les autres. C'est quand même fou. Enfin, franchement, ça pourrait faire honte à beaucoup de gens, que ce soit quand même celle qui, vous avez vu Anne Lorient, qui se préoccupe de toutes les personnes SDF, alors qu'elle-même a passé 17 ans à la rue. Enfin, et ça se passe toujours comme ça. Mais il faut qu'il y ait un soutien. Vous savez, du coup, je travaille donc avec Denis Mukwege, qui veut lancer aussi un fonds international financier aussi de soutien, et qui veut surtout aussi, avec la Charité
chaire internationale, vraiment se préoccuper de toutes les victimes. Et c'est juste un tout petit exemple. Mais la chaire internationale de Denis Mukwege, c'est une chaire internationale normalement qui lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux filles en situation de conflit. Mais en fait, il y a eu une volonté immédiate de toutes les personnes qui participent à la chaire pour dire, mais c'est pas que en situation de conflit, c'est pas que les femmes, c'est aussi les garçons, c'est pas que, et c'est pour toutes les victimes de violences sexuelles qu'il faut se battre. Vous voyez, c'est vraiment ce côté universaliste où on se bat contre toutes les formes de violence et particulièrement pour toutes les victimes, en essayant de ne jamais en oublier. Et c'est ce qui se passe en ce moment, c'est qu'avant on en oubliait l'immense majorité, c'est vraiment ça, et ça commence à changer. Donc il y a de l'espoir, ça c'est positif. Et je voulais vous demander aussi par rapport à demain, justement d'être force de proposition, que toutes les personnes en fonction de leurs compétences, de leur expertise, pensent aussi à des éléments qui seraient indispensables à changer, à faire remonter. En plus, on est dans le Grenelle, on peut faire remonter des choses. On peut, même si on ne va pas les obtenir tout de suite, ce qu'on sait, c'est que quand on commence à vouloir obtenir quelque chose, on finit par l'obtenir. Ça, c'est vrai. Ouais, mais il ne faut pas lâcher. Voilà, donc je vous remercie beaucoup et je vous dis à demain.